Alors, bienvenue à ceux qui nous rejoignent à ces rendez-vous de l'agriculture connectée, toute une journée pour parler d'intelligence artificielle et d'agriculture. On va soulever le capot cet après-midi. On va aller voir ce qu'il y a dans ces logiciels qui intègrent de l'intelligence artificielle. On va essayer de se demander qu'est-ce que c'est qui rend cette intelligence artificielle si particulière, si intelligente, si vous me passez l'expression. Mais avant cela, on va accueillir une personnalité qui est le cofondateur et le directeur de The Family. Et The Family, ça ne vous dit peut-être pas exactement ce que c'est. En tout cas, c'est une société d'investissement qui existe depuis 4 ans. Il est là, il est présent, il arrive. Il a investi dans 300 startups en 4 ans seulement, qui ensemble ont levé 300 millions d'euros. Et si vous prenez la capitalisation totale de ces sociétés, qui sont encore dans l'enfance, hein, c'est 1 milliard d'euros. Alors, ce milliard ne se réalisera pas forcément, parce qu'on sait bien que dans les startups, il y en a un certain nombre qui périclitent, hein, évidemment, c'est le jeu. Mais on peut imaginer que certaines d'entre elles grandissent, se portent de mieux en mieux, deviennent des ETI ou soient rachetées par des grands. C'est Oussama Ammar. Merci beaucoup de l'accueillir, s'il vous plaît. Alors, vous restez debout ? Super, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui avec vous. Donc, je m'appelle Oussama, j'ai créé The Family. Effectivement, The Family est une société d'investissement. Il y a quelque chose de très amusant quand on fait le métier de The Family, c'est que comme on accompagne beaucoup de startups et qu'on les voit du tout début jusqu'à assez tard dans leur cycle, on apprend beaucoup de choses sur les tentatives de création du futur. Alors, j'aimerais vous faire un petit avertissement d'abord. Je crois assez peu au fait qu'il est possible de prédire le futur. Par contre, je suis convaincu qu'il est possible de le construire. Donc, mon métier n'est pas de vous faire des prédictions sur où va le monde. Je pense que personne n'en sait rien. Même Jacques Attali échoue, donc tout le monde doit échouer. Mais puisqu'il n'est pas possible de prédire le futur, il est possible de faire quelque chose, c'est d'expliquer aux gens la version probable du futur qui est en train d'arriver et qui est construite par des gens au présent. Et alors, quand on fait un métier comme celui d'investisseur dans des startups, on fait un métier qui est étonnant intellectuellement pour 2 raisons. La première raison, c'est que la majorité des startups échouent. Et alors, quand on dit majorité des startups échouent, c'est la version romantique. On va le dire autrement, toutes les startups échouent. Et d'ailleurs, on va le dire encore autrement, parce que souvent, quand on dit ça aux gens, les gens ont une vision d'Épinal de l'échec qui est de dire « oui, les startups qui ne marchent pas, marchent pas ». Non, non. La vérité, c'est que les startups qui marchent échouent. Si les startups qui ne fonctionnaient pas échouaient, tout le monde s'en ficherait. Non, le monde des startups est un monde violent, incroyablement déstabilisant et très dur, parce que des startups qui fonctionnent tous les jours meurent. Et elles meurent pour des raisons exogènes et pas pour des raisons endogènes. C'est-à-dire que les raisons qui font leur succès dépendent tellement du monde extérieur et tellement de l'influence du monde extérieur que l'entrepreneur n'a pas de pouvoir magique et ne peut pas faire survivre son entreprise, même s'il a tout fait correctement. Vous pouvez avoir un bon business model, une bonne distribution, un bon produit. Vous pouvez cocher toutes les cases comme un bon élève et à la fin perdre. D'ailleurs, ce qui est très amusant dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui cachent aucune case et qui gagnent. Donc, quand vous êtes dans cette entropie, quand vous êtes dans ce chaos permanent, vous vous rendez compte de quelque chose, c'est que non seulement le futur est peu prédictible, mais en plus, il est hyper dur à construire. Et 99% du problème que la société vit avec les startups, c'est que forcément, c'est une industrie de bonimenteurs. Pourquoi ? Dans un monde idéal, on se dit que les forces qui agissent sont les forces de l'honnêteté et de l'éthique. Et que donc, pour construire quelque chose, il suffit de faire les choses bien, et puis les gens viendront. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Si ça fonctionne comme ça, Microsoft ne serait pas une grande entreprise. Tout le monde peut comprendre ça. Et si tout le monde peut comprendre ça, on comprend aussi qu'en fait, une entreprise, c'est avant tout quelque chose qui surpromet. Une start-up, c'est quelque chose qui promet plus que ce qu'elle peut délivrer.
qui délivre toujours moins que ce qu'elle a promis et qui essaye de rattraper cet écart le plus vite possible. Et en France, on n'a pas la bonne culture vis-à-vis de ça. C'est pour ça que les Américains ont une sorte de talent naturel à l'entrepreneuriat, puisque la culture américaine est une culture de la vente. Dès que vous êtes petit, on vous apprend à raconter la meilleure version de vos vacances. En France, il est de bon ton de dire que ça s'est mal passé, ces vacances. Il ne faudrait pas quand même que les gens soient jaloux. Donc quand on commence aussi petit à ne pas vendre et que naturellement, dans toutes les étapes de son développement, on en arrive au jour où on est entrepreneur, on finit par avoir un rapport hyper intellectuel à l'entrepreneuriat et qui est un rapport qui n'est pas fondé sur la vente. Alors, évidemment que le but des entrepreneurs, c'est par exemple, sur un sujet comme l'intelligence artificielle, de vous expliquer que c'est formidable, que ça fonctionne, que ça va changer le monde et tout ce qui va avec. Il serait bien idiot de ne pas le faire. Il serait bien idiot de ne pas le faire parce que d'abord, les journalistes, c'est ce qu'ils ont envie d'entendre. Et puisque les journalistes, c'est ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est ce que vous, au fond de vous, vous avez envie de lire. Parce qu'on aime tous les bonnes histoires. Si quelqu'un vient vous voir et vous dit « Bon, alors j'ai un truc là, le rendement énergétique n'est pas terrible, les coûts sont délirants, je ne sais pas trop si ça marche, mais vous inquiétez pas. D'une façon ou d'une autre, un jour, je vais bien finir par trouver comment ça marche. » Honnêtement, qui dans cette salle soutient ça? Personne. C'est pas la peine de faire « si, moi, en fait ». Non, d'être comme tout le monde, vous ne soutenez pas. Par contre, si quelqu'un vient et vous vend du rêve, eh ben, même si au fond, votre esprit critique vous dit « ouais, il y a un truc un peu trop beau dans cette histoire », vous avez envie d'y croire. Vous avez envie d'être pris. Vous avez envie d'être embarqué. Vous avez envie d'essayer de construire ce futur. Et ce n'est pas une mauvaise chose, en fait. Vous savez, ce qui caractérise l'humain, il y a un livre incroyable sur ce sujet-là qui s'appelle « Sapiens ». Et dans ce livre, il dit, finalement, quand on cherche une vraie distinction entre les animaux et nous, entre les êtres vivants et les humains, ce n'est pas l'organisation sociale, ce n'est pas le travail collaboratif, ce n'est pas le fait de vivre en société. Il y a beaucoup d'animaux comme ça. Je veux dire, les abeilles ont des modèles de société extrêmement développés, les fourmis, etc. Non, ce qui fait l'humain, c'est cette capacité à construire des histoires collectives auxquelles on croit tous et auxquelles on attribue une valeur de vérité telle qu'on arrive à être porté. Et quelle est l'histoire collective que les startups racontent? Eh bien, les startups, finalement, sont un micro-phénomène de quelque chose de beaucoup plus large. Les startups ne sont que l'expression économique de quelque chose qui a tout démarré dans notre société il y a quelques siècles et que nous, on appelle, enfin que Tocqueville appelle pour le coup, le processus démocratique. C'est quoi le processus démocratique? C'est le processus qui dit que tous dans cette pièce, nous sommes nés libres et égaux. Et que finalement, il n'y a pas de différence de nature entre vous et moi. On peut avoir des différences, on peut être des gens différents, mais notre nature profonde, celle d'humain, elle est égale. Et alors, cette idée, elle est très marrante parce que c'est une idée nouvelle dans l'humanité. Alors, Tocqueville prétend que cette idée est née d'une façon un peu romantique sous un arbre par Saint Louis qui rendait la justice, puisque Saint Louis a décidé de rendre la justice, non pas en traitant les gens pour qui ils sont, mais pour ce qu'ils ont fait. Et Saint Louis est effectivement l'auteur de la première décision de justice qu'on connaît et qu'on a notée, qui est qu'un noble a été condamné pour avoir détruit le mur d'un paysan, non pas parce que c'était un paysan ou qu'il était un noble, mais simplement parce qu'il avait détruit illégalement ce mur. Et ça, vous imaginez pas l'espèce de révolution de palais qu'à l'époque c'est. Vous avez un noble dont normalement les envies sont illimitées, dont normalement la société entière est organisée pour convenir à ses envies, et qui se fait punir, non pas pour qui il est, mais pour ce qu'il a fait. Et donc il est mis à égalité par rapport à ses lois avec le simple paysan à qui il a détruit ce mur. Et Tocqueville dit, ce jour-là, un processus a démarré, et c'est une locomotive qui s'est jamais arrêtée, qui s'est étendue au monde entier, et qui a fini par le système politique contemporain qui sont nos démocraties. Et d'après moi, les startups et l'Internet ne sont que la dernière étape de l'expression de ces démocraties. Ce que les gens ne comprennent pas sur Internet et sur les phénomènes de disruption comme Uber, Spotify, Netflix, Google, Facebook, WhatsApp,
c'est que les gens regardent toujours ça par la petite lorgnette. Ils disent, c'est des technologies qui sont supérieures. Alors c'est faux, c'est rarement des technologies qui sont supérieures. D'ailleurs, la raison pour laquelle la France, pendant très longtemps, a été incapable de produire la moindre start-up, c'est à cause de cette obsession technologique. Les mecs regardaient le Minitel face à Internet et disaient, non mais attends, c'est mal foutu Internet, c'est pas certifié, il n'y a pas de business model, ça marche pas très bien, c'est de low quality. Le Minitel, ça c'est un truc d'ingénieur qui a fait Polytechnique. D'ailleurs, en 1992, en France, on a produit un rapport sur les autoroutes de l'information écrit par un polytechnicien qui explique très doctement pourquoi l'Internet va disparaître et que le Minitel va triompher, puisque le monde entier va comprendre notre supériorité ingénieriale. Mais finalement, est-ce que le Minitel était mieux que l'Internet? Oui. Est-ce que ce rapport est faux? Non. Il est parfaitement vrai. Mais il a raté quelque chose, qui est l'inspiration profonde sociologique des gens. L'Internet, ça ne marche pas parce que c'est une bonne techno. L'Internet, ça marche parce que ça résonne avec notre aspiration profonde à être l'égal des grandes entreprises qu'on peut détruire grâce à l'Internet. Il y a un hubris extraordinaire dans l'Internet qui est le fait que chacun peut faire vriller des sociétés grâce à l'Internet. Ça commence par les gens qui piratent des films et des musiques. Tiens, qui dans cette pièce n'a jamais rien piraté? Levez pas la main, bande de menteurs. Même sans vous rendre compte, vous l'avez fait. Vous n'avez jamais rien regardé sur YouTube qui était libre de droit? Donc, par exemple, dans mes vidéos, vu que vous regardez mes vidéos, il y a plein de trucs qui sont volés, donc vous participez au piratage. Donc, dans ce phénomène, en fait, il y a cette aspiration démocratique à pouvoir exercer son pouvoir. Alors, un exemple que je cite tout le temps, et qui, moi, est un exemple qui me fascine, qui est l'histoire d'un jeune homme qui s'est fait briser sa guitare par une compagnie aérienne. Il est rentré chez lui, il a fait une chanson qui s'appelle « They Broke My Guitar ». Et il a fait plusieurs millions de vues sur YouTube, à tel point que le PDG de la compagnie aérienne a dû faire une conférence de presse, lui racheter une guitare et s'excuser publiquement d'avoir cassé sa guitare. Alors, vu que certains d'entre vous sont d'une certaine génération dans cette pièce, j'aimerais qu'on ait un moment d'empathie ensemble pour le PDG de cette compagnie et que vous réfléchissiez à sa vie. C'est quoi sa vie? Il était enfant plutôt d'un milieu favorisé, je pense. Il a été dans une grande université américaine. Il a travaillé dur pour avoir des bonnes notes. Il a fait des stages, il a passé des concours, il a eu des emplois. Il a travaillé dur, il a sans doute sacrifié sa vie de famille, il a tué une ou deux personnes en chemin dans la compétition pour le poste. Et puis un jour, il est au poste suprême, il devient PDG. Et là, il doit gérer un gamin de 25 ans qui s'est fait casser sa guitare. Imaginez la douche froide. Imaginez, vous êtes PDG tout-puissant, vous croyez à ce pouvoir, vous croyez à cette histoire, et on vous dit, attention, tout ça s'arrête, il faut aller gérer un micro-problème. Pourquoi les grandes entreprises, naturellement, étaient habituées à maltraiter les gens? Parce que individuellement, aucune entreprise ne pouvait mettre à mal, aucun individu ne pouvait mettre à mal une entreprise. Pourquoi les services clients des banques sont horribles? C'est pas parce que les banquiers sont des méchantes personnes. C'est juste que c'est pot de fer contre pot de terre. Aucun banquier n'a aucun intérêt à faire correctement les choses sur ce sujet-là. Jusqu'au jour où les gens peuvent aller sur Twitter, s'exprimer, être drôle, intelligent, plein d'esprit, et exercer ce pouvoir intellectuel contre la dominance des entreprises. Et en plus des entreprises qu'on a tous envie collectivement de détester. On a tous envie de collectivement détester les banques. On a tous envie collectivement de détester les taxis. On a tous collectivement envie de détester les compagnies aériennes. Quand les gens utilisent Uber, ils ne font pas qu'utiliser un mode de transport. Moi, ça me faisait beaucoup rire les gens au début qui regardaient Uber et qui me disaient « Elle est où l'innovation? C'est juste un type dans une voiture qui vient te chercher. » Oui, mais il y avait beaucoup d'innovations cachées. La première innovation, c'est que quand vous utilisez Uber, vous faites un geste militant. Surtout si vous étiez un utilisateur régulier des taxis. À chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous avez une satisfaction personnelle extraordinaire à vous dire que ça n'ira pas dans la poche d'un taxi. C'est mesquin, mais c'est incroyablement jouissif. Et ça, c'est quelque chose qu'on réplique tous les jours dans tous les aspects de sa vie.
Et donc, quand on regarde la disruption, on ne peut pas la regarder d'un point de vue technologique. Évidemment que la technologie et l'Internet sont des outils à disposition et que ces sociétés technologiques se définissent par leur capacité à adopter des technologies. Mais Mark Zuckerberg, quand il a créé Facebook, ce qu'il caractérise, ce n'est pas d'être un grand technologiste, c'est d'être un grand sociologue. Alors pour la petite histoire, un truc que je raconte tout le temps, c'est qu'il a fait psycho à Harvard et pas computer science, et que le film The Social Network est faux. Ce n'est pas un type qui écrit des équations sur une vitre. D'ailleurs, aucun mathématicien n'a jamais écrit d'équations sur une vitre. Donc, il faudrait un jour le dire à Hollywood, ça. Ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Et en fait, Mark Zuckerberg, il a compris quelque chose de beaucoup plus profond qu'un choix technologique. Il a compris une aspiration profonde qu'on avait tous à donner nos données, à être confortable avec le fait de donner des données, même si on était incapable de l'avouer, parce qu'on voulait en échange ce pouvoir de coercition. Et alors, ce qui est intéressant d'étudier ces entreprises, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec l'agriculture? Il est sympa, il parle bien, mais c'est qui le crétin qui l'a invité? Ils sont au premier rang, c'est des fans. Donc, le rapport est qu'en fait, nous, à The Family, on a une thèse, et on y croit beaucoup. C'est que ce qui s'est passé dans le cinéma, l'Internet, la musique et tout l'entertainment va bientôt se passer dans toutes les industries. Pourquoi? Parce que la transformation numérique des entreprises est du même ordre et du même ampleur que la transformation industrielle des entreprises. Comment ça s'est passé, la transformation industrielle? La transformation industrielle, ça s'est passé par la volonté d'industrialiser toutes les industries. Ça ne veut pas dire que l'artisanat a disparu. L'artisanat existe toujours, mais aujourd'hui, la production industrielle est la forme dominante de production dans le monde. Le paradigme industriel, il se compose de quoi? Il se compose de 3 caractéristiques très simples à comprendre. Centralisation des moyens de production, centralisation des moyens de distribution et centralisation des moyens de financement. D'ailleurs, si vous regardez dans les 20 pays les plus industrialisés du monde, les 20 plus grosses fortunes, c'est quoi? Des distributeurs, des banquiers et des producteurs. Pourquoi? Parce que c'est eux qui captent la majorité de la valeur produite dans une ère industrielle. Et en plus, comme c'est des systèmes centralisés, la captation de valeur centrale est délirante. La quantité de valeur qu'on peut capter quand on est au champ est incroyable. Pourquoi les producteurs agricoles souffrent face à la grande distribution? Ce n'est pas parce que c'est des méchants. C'est tout simplement parce qu'ils peuvent. C'est tout simplement parce qu'ils ont la relation avec le client à l'échelle, qu'ils ont la centrale d'achat et qu'ils peuvent commoditiser les gens qui fournissent des choses. Et on a eu une réponse très étrange à ça en France pendant des années. Elle a été de râler auprès de l'État et de transformer l'État en espèce d'arbitre entre les deux parties. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas. Parce que les arbitres ne résistent jamais à la pression de l'alignement des intérêts. Et quand vous avez une industrie qui capte toujours plus de valeur parce qu'elle est centrale, qu'elle est utile et que les gens y vont, les gens, quand ils utilisent Uber, ils votent avec leur téléphone pour Uber. Quand les gens vont faire leurs courses avec Carrefour, ils votent pour Carrefour. Vous pouvez raconter ce que vous voulez, le vivre le plus mal possible. À la fin de la journée, les gens continuent de le faire. Et d'ailleurs, ce qui est fascinant avec ça, c'est qu'on est tous schizophrènes. Par exemple, moi, je m'en suis rendu compte très récemment, dans une expérience très étrange. On a une société dans notre portefeuille qui s'appelle Hitch, que les taxis détestent. Et on a eu une réunion avec des taxis. Et il y avait à un moment une pause cigarette, tout le monde est parti fumer, je ne fume pas, le type des taxis ne fume pas, on s'est retrouvés dans une pièce ensemble, comme ça. Et je lui dis, pour détendre l'atmosphère, on était en juillet 2015, je lui dis, vous partez en vacances? Et il me dit, oui, oui. Et alors je lui dis, bon, vous l'avez acheté dans quelle agence de voyage, votre billet d'avion? Et il me dit, mais vous me prenez vraiment pour un plouc, hein? Je dis, non, pas du tout, c'est une question neutre. Il me dit, je l'ai acheté sur booking.com. Sur Expedia.com. D'ailleurs, c'est incroyable. On peut acheter le billet d'avion et l'hôtel en même temps. On peut comparer les prix. C'est formidable, c'est pas cher. Je lui dis, mais elle est drôle quand même. Vous pensez à ce pauvre agent de voyage qui perd son emploi à cause de vous? Oh non, mais attendez, ça n'a rien à voir. C'est tous des voleurs. Donc vous avez un taxi qui passe 1h30 à vous expliquer que Hitch
représente une angoisse structurelle à son industrie, qu'à cause de Hitch, les chauffeurs de taxi ne dorment plus la nuit, et que c'est une honte. Et juste après, il vous explique qu'il utilise Expedia.com parce que c'est génial. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est tous comme ça. On est tous schizophrènes entre notre partie agent économique et notre partie consommateur. Notre partie consommateur, il veut quoi ? Il veut moins cher, plus rapidement, de meilleure qualité. Vous verrez d'ailleurs la contradiction. Meilleure qualité, moins cher, plus rapidement. Les gens ne se disent pas oui, c'est vrai que si c'est de qualité, je suis prêt à y mettre le prix et le temps. Non, ils disent non, tout de suite. Vous savez, comme les enfants les plus mal élevés. Pourquoi ? Parce qu'on a été habitués à être mal élevés économiquement. Et alors le paradigme industriel a été un paradigme incroyable pour répondre à cette exigence pendant très longtemps. L'industrie, c'est ce qui a fait qu'on a nourri beaucoup de gens pour pas cher. Et alors, c'est quoi le paradigme numérique ? Le paradigme numérique, c'est un paradigme qui dit on peut produire autant que dans le paradigme industriel, mais on ne centralise pas les moyens de production, on ne centralise pas les moyens de distribution, et on ne centralise pas les moyens de financement. Et là, d'un seul coup, on est capable de créer des choses nouvelles. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à supprimer tellement d'intermédiaires qu'on fait apparaître des marges. On arrive à connecter les producteurs et les consommateurs en direct. C'est ça, la beauté du numérique. La beauté du numérique, c'est le fait que tout ce qu'on a besoin d'apprendre s'apprend. C'est le fait que, finalement, les expertises n'ont plus de valeur. Prenez par exemple Agricool chez nous. C'est une entreprise qui est sur le panel tout à l'heure, qui est l'une des plus belles entreprises de notre portefeuille. Ils ont fêté leurs 2 ans hier soir. Agricool, à chaque fois que j'en parle aux professionnels du secteur agricole, ils me disent oui, mais ce n'est pas des agronomes les fondateurs. Et je dis oui, d'ailleurs, c'est ce qui est le plus intéressant dans cette entreprise. C'est que des gens qui ne sont pas agronomes ont pu apprendre tout ce dont ils avaient besoin pour créer une première version de leur entreprise sans passer par aucun des cycles traditionnels de l'agronomie. Et d'ailleurs, maintenant, il y a plein de très bons agronomes qui vont travailler chez eux. Pourquoi ? Parce que c'est enthousiasmant d'aller dans une entreprise dont la culture des fondateurs est une culture où ils ont été capables d'apprendre tout ce qu'ils avaient besoin d'apprendre en termes d'agronomie. C'est quand même plus sympa que d'aller dans une entreprise où le patron n'a pas la moindre idée de ce que font les agronomes. Et vous voyez, ça, c'est typique des entreprises du numérique. C'est typique de la destruction des barrières. Et donc, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que ce qui a eu lieu dans la musique, ce qui a eu lieu dans le cinéma, ce qui a eu lieu dans l'entertainment, va concerner l'agriculture comme il va concerner toutes les industries. Alors, le paradigme, il est assez simple à comprendre. Le paradigme de la musique est le plus impressionnant. La musique, en 2008, au pic, c'est 50 milliards de valeurs. L'année dernière, c'est 5 milliards de valeurs. Vous avez 45 milliards de valeurs qui ont été détruits. Mais il y a 2 phénomènes cachés dont on ne parle pas. Le premier, c'est que Spotify capte 20% du marché et que donc la distribution décentralisée, de toute évidence, est capable de capter beaucoup de valeur. Donc Spotify, aujourd'hui, fait 1 milliard sur les 5 milliards et ça, c'est impressionnant. Et puis, la deuxième chose dont on ne parle pas, c'est que la courbe de distribution des revenus des artistes a changé. Si vous prenez le pic de l'industrie musicale, c'est Billie Jean à la fin des années 80. Michael Jackson, pour un CD, un album, Billie Jean. Qui a acheté le CD Billie Jean ici ? Levez la main. Personne, décidément. Ah si, quand même. Bon, normalement, il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté dans le monde réel. Et donc, Billie Jean, c'est un exemple incroyable parce que c'est 80 millions d'albums vendus, c'est 1,8 milliard de revenus pour Michael Jackson. Et alors, il représente à lui, tout seul, l'époque où Billie Jean a été publié, 50% de la musique diffusée dans le monde. 50% de la musique diffusée dans le monde, c'est sur lui. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça ? D'abord, Michael Jackson, il devient fou, forcément. Vous ne pouvez pas rester sain en étant une quasi-divinité. Si vous avez 50% de la population mondiale qui écoute votre musique tous les jours, il y a un problème. La deuxième chose, c'est qu'1,8 milliard d'euros, c'est beaucoup plus d'argent que ce que n'importe quel humain a besoin sur Terre. Et surtout, ça veut dire que très peu de gens contrôlent ce que vous écoutez. Alors l'année dernière, le Michael Jackson de notre époque, c'est Taylor Swift. C'est l'artiste la mieux payée du monde et elle a gagné 50 millions de dollars. C'est d'1,8 milliard à 50 millions de dollars. Alors 50 millions de dollars, ça reste beaucoup d'argent. Et puis une autre data qui est très intéressante et qui montre cette transformation,
c'est que des artistes qui ont gagné plus de 50 000 € par an l'année dernière, il y en a plus de 10 000. On ne connaît pas le chiffre exact, mais YouTube, Spotify estiment qu'avec les droits, etc., il y a plus de 10 000 personnes dans le monde qui vivent de la musique. Ce qui veut dire qu'on est passé d'un monde où quand votre enfant vous dit « je veux être musicien », en clair, ça veut dire qu'il ne sera jamais Michael Jackson et qu'il va finir drogué dans une cave, à un monde où quand votre enfant vous dit « je veux être musicien », il est tout à fait possible de se faire un revenu décent, pas facilement, mais c'est possible. Et donc le nombre de gens qui peuvent vivre de leur passion est dingue. Prenez un autre domaine, la cuisine. La cuisine, en ce moment, les chefs ont entre les plateformes de distribution comme La Belle Assiette pour cuisiner chez les gens, les Roux-Box de Deliveroo, qui sont des cuisines livrées, tout équipées et qui ne payent qu'un pourcentage de leurs revenus à Deliveroo, sont un bon exemple du fait qu'avant, un chef, pour lancer son restaurant, avait besoin d'investir des capex et que maintenant, il a simplement besoin d'amener sa créativité, son image et son travail au service d'une entreprise qui lui fournit ses capex. Et donc, le nombre de chefs qui gagnent mieux leur vie est en explosion. Le nombre de chefs qui travaillent dans un restaurant est en baisse. Si vous avez un restaurant aujourd'hui et que vous essayez de trouver un bon chef, bon courage. Pourquoi ? Parce que la pénibilité du travail n'est plus admise. Personne n'a envie de travailler 18 heures par jour pour un SMIC plus. Et donc les salaires des chefs dans les restaurants sont en train de monter. Parce que mécaniquement, il faut rendre ce travail à nouveau attractif parce que les restaurants ne vont pas disparaître. Et donc, la question qu'on peut se poser dans notre société, c'est comment le numérique va transitionner l'ensemble des industries. Alors, vous l'avez compris, moi je pense que la vague, elle est toute puissante parce qu'on en a tous envie. Et parce qu'on en a tous envie, elle en devient évidente. Parce qu'elle en est évidente, alors il y a des investissements qui se font en face. Et il y a les 3 leviers du numérique qui sont à la disposition de tout le monde, qui sont assez simples à comprendre. Commoditisation du savoir. Tout ce que vous avez besoin d'apprendre s'apprend. Commoditisation du capital. Ça coûte de moins en moins cher de faire des choses. Et parce que ça coûte de moins en moins cher de faire des choses, les financiers sont de moins en moins importants. Et puisque les financiers sont de moins en moins importants, ça veut dire que des idées de plus en plus originales sont testées. Et 3e chose, commoditisation de la distribution. Imaginez, tiens, on va jouer à un jeu. Qui ici a entendu une fois Gangnam Style dans sa vie ? Levez la main. Vous avez vu beaucoup plus que de gens qui ont acheté Billie Jeans. Vous imaginez, essayez de vous projeter émotionnellement un petit peu. Essayez de vous rappeler qui vous étiez un mois avant d'avoir écouté Gangnam Style. Et imaginez qu'à cette personne, il y a un type sur scène qui vient vous dire le mois prochain, le tube intersidéral, c'est un petit gros qui chante en coréen. Et essayez de vous dire que vous allez me dire, oui, évidemment. D'ailleurs, je vais l'écouter avec grand plaisir et la partager avec mes enfants. Non, c'est impossible. Et en fait, c'est en ça que la disruption numérique est incroyable. La disruption numérique, elle n'est pas incroyable parce que quelqu'un peut chanter en coréen. Elle est incroyable parce qu'elle permet à quelqu'un qui chante en coréen d'être une star pendant quelques mois. D'ailleurs, qui a écouté la 2e chanson de ce type-là ? Voilà. Vous avez compris le monde du numérique. Donc, est-ce que ce paradigme ne peut pas aller dans le monde agricole ? Bien sûr qu'il peut aller dans le monde agricole. Et bien sûr qu'il va aller dans le monde agricole. Évidemment que le fait que maintenant tout le monde peut collecter de la data à toutes les échelles change le rapport à l'agriculture. Évidemment, le fait que des sociétés comme Agricool sont de plus en plus courantes à travers le monde, qu'il va y avoir de plus en plus d'essais dans les modes de fabrication, qu'il n'est pas possible de savoir lequel sera le gagnant. Et évidemment que toutes ces transformations vont concerner tout le monde dans cette salle. Dire l'inverse, ce serait imbécile. Par contre, est-ce que ça veut dire que le mode industriel de production va disparaître ? Non. Est-ce que l'intelligence artificielle va changer fondamentalement votre vie dans un horizon de temps restreint ? Non. Est-ce que ça veut dire que l'intelligence artificielle ne peut pas changer votre vie ? Non. Parce qu'encore une fois, c'est ça qui est fascinant. C'est que ce n'est pas prédictible. C'est comme les chanteurs en coréen. Avant que ça arrive, ça a l'air impossible. Après que ça a lieu, ça a l'air évident. Et donc, toute la question que vous devez vous poser,
c'est qu'il y a une seule façon d'être adapté à ce monde-là, c'est d'être en permanence en apprentissage. Et j'aimerais juste finir là-dessus, et après, si vous avez des questions, je serais très heureux de prendre vos questions. Il y a quelque chose qui me fascine, c'est qu'on a réussi à convaincre le monde entier, enfin presque tout le monde, de faire du sport. On va bientôt me convaincre, moi. Alors, c'est pour dire, si moi je suis convaincu, tout le monde est convaincu. Pourtant, tiens, jouons à un jeu. Qui ici fait du sport plus de 3 fois par semaine? Ouais, plus d'une fois par semaine, vous allez tous lever la main. Ok, voilà. Donc il y a quelques jet lagués avec moi. Bon. Pensez au sport. Si vous vous souvenez ce que c'était le sport il n'y a pas si longtemps, le sport c'était un truc qui ne concernait que les professionnels et les enfants. Qui faisait du sport il n'y a pas très longtemps? Il y a 30 ans, il y avait que les gens qui étaient sportifs professionnels qui faisaient du sport ou les enfants. D'ailleurs, mon frère aîné, qui a 20 ans de plus que moi, qui était jeune Libanais dans les années 80, me dit que la première fois qu'il a entendu quelqu'un lui expliquer qu'à New York, les types se mettaient en pyjama et couraient autour du parc, ça lui a fait très bizarre. Et il s'est dit vraiment, ces Américains, ils sont fous. Et en fait, en moins de 30 ans, on a réussi à convaincre tout le monde que faire du sport régulièrement, enfin presque tout le monde, que faire du sport régulièrement, c'était quelque chose de sain. Qui ici suit une nouvelle formation toutes les semaines? Oui, mais toi, tu triches. Voilà, il y en a un. 2. Un qui a beaucoup de temps et un qui m'écoute trop. Donc, résultat, vous voyez que ce paradigme ne nous a pas encore touchés. Or, c'est quoi l'éducation aujourd'hui? L'éducation, c'est quelque chose qu'on fait enfant ou quand on est professionnel. Les profs s'éduquent, on continue à peu près, et les enfants s'éduquent. Pourtant, l'éducation, ce n'est pas quelque chose qu'on doit réserver aux enfants et aux professionnels. C'est quelque chose qui doit être universel. Pourquoi ? Parce que si vous êtes dans un monde où les paradigmes chantent de plus en plus vite, où le futur est de moins en moins prévisible et où chaque transformation est une évidence rétrospective, il y a une seule façon d'être prêt quoi qu'il arrive, c'est de toujours être en mouvement. Merci beaucoup. Comment ? Oui. Merci beaucoup, Oussama Hamar. On va prendre vos questions dans un instant. Je vais profiter de ma position d'animateur pour avoir le privilège de vous poser quelques questions. Quand on vous entend, ça booste, ça donne envie. On a envie d'aller vers le futur. Ça fait du bien. Okay. Ce matin, on a fait un petit constat et des analyses un peu plus contrastées. On s'est dit, OK, il y a des gens qui ont envie d'y aller dans ce nouveau monde numérique, l'intelligence artificielle, notamment dans le monde de l'agriculture. Il y a aussi des craintes qui se sont exprimées. Il y avait une impression un peu plus contrastée ce matin. Voilà. J'ai quand même une question. Vous avez cette expression, une destruction des barrières, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens du numérique peuvent arriver dans un domaine et puis l'investir finalement. Alors, il y a pas mal d'exemples, effectivement. Les taxis d'aujourd'hui ne sont plus des professionnels. Ils n'ont pas besoin d'être des professionnels du taxi, vu qu'il y a une application numérique qui les met en contact avec... Il y avait un exemple ancien, c'est les climatologues. Il y a longtemps, c'était des géologues, des géophysiciens, c'était eux. Puis un jour, il y a des informaticiens qui sont arrivés, qui ont dit, et des physiciens qui ont dit, voilà, on va tout mettre dans des modèles numériques et on va voir à quoi ressemble le climat. Aujourd'hui, les climatologues, c'est eux, c'est les physiciens, c'est plus les géologues. On voit aussi que Google fait des voitures autonomes et on se dit que demain, les fabricants de voitures, ce ne sera plus Renault, ce ne sera plus PSA, parce que les voitures, au fond, ça va devenir des ordinateurs sur roues. Finalement, la caisse et le moteur, on sait faire. Ce qui va être vraiment compliqué, la valeur ajoutée, c'est tout ça. Est-ce que ce mouvement, ce grand mouvement dont vous avez parlé, il va toucher l'agriculture au point que demain, les agriculteurs, ils viendront des écoles d'informatique? Alors, oui et non. Je pense qu'en fait, ce qui est intéressant avec la suppression des barrières, c'est qu'en fait, vous passez d'un monde où il y a une causalité, donc il y a une cause qui produit une conséquence, à un monde où plusieurs causes peuvent produire plusieurs conséquences. Donc, est-ce que des gens qui ne sont pas du domaine agricole vont révolutionner l'agriculture? Oui. Quelle va être la proportion des gens du domaine non agricole par rapport au domaine agricole? Ça, c'est la question qu'on peut poser au monde agricole. Pourquoi ? Parce que si vous êtes à l'intérieur du monde agricole et que vous savez comment ça marche, vous avez forcément un avantage par rapport à quelqu'un qui ne sait pas comment ça marche.
Par contre, si vous n'avez pas envie de le faire, la personne qui ne sait pas comment ça marche, son avantage, son désavantage va disparaître très vite. Et en fait, c'est ça tout le sujet. Par exemple, moi, je l'ai vu de mes yeux avec un sujet chez nous très technique qui est dans l'assurance. On a une start-up qui fait des choses très compliquées dans l'assurance. Et quand ils ont démarré, ils ont été voir tous les assureurs en leur proposant un partenariat. Et tous les assureurs ont dit non en se moquant d'eux. Et ils ont tous dit vous n'avez pas d'actuaire, etc. D'ailleurs, un des premiers rendez-vous, ils ont dit c'est quoi un actuaire? Alors pour les gens qui ne le savent pas, un actuaire, c'est un type qui est spécialisé dans les risques en assurance. Sauf que comme personne n'a voulu les aider, ils ont commencé à devenir actuaires eux-mêmes. Puis ils se sont rendus compte de deux choses. D'abord, la façon dont on faisait de l'actuariat était fondée sur des techniques qui sont historiques. Or, aujourd'hui, il y a plein d'outils pour faire ça mieux. Donc, ils n'avaient pas d'avantage. Et en fait, le fait d'avoir des actuaires devient un risque maintenant. Puisque eux ont un raisonnement par rapport à l'assurance qui est un raisonnement d'un tout ordre, de tout nouvel ordre. Et donc, les gens dans l'assurance, finalement, parce qu'ils ont raté par arrogance cette marche, ils ont laissé des gens venir de l'extérieur et en prendre une opportunité. Et donc, nous, on a une règle mentale très simple pour se dire si une start-up vaut le coup ou pas. On regarde le marché et on se dit, est-ce qu'on est dans un monopole qui a une très forte insatisfaction clientèle? À chaque fois que vous avez un monopole avec une forte insatisfaction clientèle, vous avez une opportunité extraordinaire de tout casser. Parce que ça veut dire que les gens en ont besoin, donc ils utilisent le monopole parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais dès que vous leur offrez quelque chose de différent, ils sont prêts à se jeter dessus, même si ce n'est pas prêt. Et ça, c'est la deuxième caractéristique, j'en parlais au début, c'est cette illusion de croire que les gens ont besoin que les choses fonctionnent. Les gens n'ont pas besoin que les choses fonctionnent parfaitement. Les gens sont capables de tolérance, de bienveillance par rapport à la nouveauté qui est invraisemblable. Alors, pas tout le monde, évidemment. Vous tombez toujours sur des gens pas contents. Mais en fait, le niveau moyen d'envie que ça change est tel qu'on est prêt à croire dans quelque chose, même si ce n'est pas prêt. Donc l'avenir de l'agriculture, des agronomes, mais il y aura de la place pour des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent du monde numérique. Je vais vous la reformuler comme ça, vous aurez un... Ça va être une concurrence entre les outsiders et les insiders. Il n'est pas dit que les insiders gagnent s'ils continuent de se comporter de la même façon. Il faut qu'ils évoluent, il faut qu'ils s'ouvrent, il faut qu'ils soient aware, comme disait Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, d'accord. Parfait, ok. On passe à vos questions. Je suis sûr que vous avez envie de discuter avec Oussama Ammar. Allons-y, ici. Bonjour. Merci pour cette intervention, c'était très intéressant. Moi, j'ai juste une question. Notamment, vous compariez l'agriculture à l'industrie, aux transformations qu'a connues l'industrie et l'industrie musicale. Et en fait, moi, la première réaction qui me vient, c'est est-ce qu'on peut vraiment comparer l'agriculture à la musique? Est-ce qu'il n'y a pas une dimension patrimoniale, culturelle, enfin historique? Ah ouais, parce que dans la musique, il n'y a pas de dimension patrimoniale, culturelle et historique? Si, aussi, mais notamment, par exemple, l'histoire française est rythmée par l'histoire de ses campagnes. Il y a quand même un poids de l'agriculture. Alors ça, c'est ce que tout le monde... Attendez, excusez-moi. Oui, non, enfin, juste, il y a quand même une histoire des mondes ruraux en France qui fait que, évidemment, c'est quand même extrêmement structurant en France. Et donc, il n'y a pas d'histoire musicale, Si, culinaire. si, aussi. Non, mais pardon, excusez-moi, j'ai toujours pas fini. En fait, je cherche un peu mes mots. Je ne suis pas extrêmement habituée à m'exprimer en public. Et... ça y est, je l'ai, pardon. Oui, l'agriculture produit notamment notre alimentation. Est-ce que l'alimentation est un produit de consommation comme les autres, comme peut l'être par exemple la musique? Non, l'alimentation c'est aussi quelque chose de, comme je vous l'ai dit, culturel, patrimonial, et c'est aussi vital à notre survie basique. Donc la musique, c'est parfait, c'est très bien, et c'est tout ce que vous voulez en termes culturels, mais il y a quand même un côté primaire et basique de l'alimentation et de l'agriculture qui en font aussi une dimension. On parle aussi de la vie d'agriculteur et de transmission historique. Du coup, est-ce qu'on peut vraiment comparer les transformations et le bouleversement dans l'agriculture aux autres industries? C'est intéressant parce que moi, de mon point de vue, à chaque fois que je parle à une industrie, on me sort exactement la même chose. Donc si toutes les industries me sortent la même chose, c'est que de toute évidence, il y a un travail très profond qui a été fait de deux niveaux. D'abord, pour que les gens dans chaque industrie croient à leur spécificité
Et ça, c'est hyper dangereux. Parce que dès qu'on pense qu'on est spécial, c'est qu'on a raté la big picture. Et ça veut dire qu'on ne connaît pas les autres sujets. La big picture, c'est-à-dire la vision globale, oui, de ce qui est en train de se passer. De ce qui se passe. Et c'est fascinant parce que vous alliez de l'industrie la plus frivole à l'industrie la plus importante. Par exemple, les gens qui me disent exactement la même chose et qui ont les mêmes problèmes que les agriculteurs, c'est les médecins. Ils vous disent, bon, ok, on peut aller acheter à manger chez Carrefour, mais on ne peut pas aller se soigner chez Carrefour. Et donc, ok, l'alimentation, c'est un marché, mais la médecine, ça, c'est pas un marché. Donc, moi, j'ai du mal avec ce raisonnement. Et alors, j'aimerais vous faire part de quelque chose là-dessus qui est un point intéressant, c'est que cette transformation est en train de mettre à mal une fiction qu'on a tous appris, c'est que le médecin, l'avocat, l'agriculteur sont des réalités. Moi, j'adore parler aux avocats, c'est mes préférés, parce que j'adore quand les avocats me parlent de la profession d'avocat. Alors, ça n'existe pas, la profession d'avocat. Si vous comparez le type qui fait du droit des sociétés chez Clifford Chance, Place Vendôme, avec le type qui fait des divorces à Angers, et que vous me dites que ces deux types ont le même métier qui s'appelle avocat, c'est quand même une blague. Pourquoi ? Parce que ça date d'un monde où le métier d'avocat était une réalité. On a créé un statut de l'avocat, une déontologie de l'avocat, des règles de l'avocat, avant qu'en fait tout ça soit atomisé par le niveau de spécialité que les avocats ont besoin. De la même façon, aujourd'hui, on parle de l'agriculteur et c'est censé regrouper une réalité qui va des sociétés multinationales, géantes, qui possèdent des biens considérables, au petit agriculteur du coin qui a une image d'Épinal du type charmant, qui prend soin de ses bêtes et qui fait en sorte de fournir quelque chose qu'on mange et qui soit bon. Et tout ça, c'est le même mot et ça s'appelle agriculteur. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on a ce genre d'illusion ? Et ben, en fait, cette illusion, elle se fragmente et des gens trouvent des micro-niches dans lesquelles ils arrivent à s'engouffrer et construire des choses nouvelles. Et ça peut venir de l'intérieur. Nous, on a toutes les semaines des agriculteurs qui viennent nous voir et qui nous proposent des inventions, des sujets, des façons de faire les choses différemment. Et toutes les semaines, il y a des outsiders qui essaient de rentrer dans cette industrie en ne connaissant rien, mais en voyant simplement l'opportunité. Mais ce qui est sûr, c'est que les insiders ou les outsiders, à partir du moment où ils considèrent que quelque chose est spécial, c'est le début pour ne plus être en mouvement. Et rien n'est spécial, rien n'est sacré. Je veux dire, à la fin de la journée, il n'y a pas la fiction la plus universelle du monde, c'est le marché. La seule fiction qu'on arrive tous à comprendre, vous allez n'importe où sur Terre, vous arrivez à échanger un bout de tomate contre un bout de quelque chose d'autre. Il n'y a pas un endroit sur Terre où l'alimentation n'est pas un bien de consommation. Il n'y a pas un endroit sur Terre où l'alimentation n'est pas un bien que les gens valorisent et qui est une simple valorisation de leur travail dans une fonction argent. Donc, c'est pareil que la musique, c'est pareil. Alors, évidemment qu'il y a des spécificités, mais ces spécificités comptent beaucoup moins que le phénomène de transformation. Et je pense que c'est hyper, hyper dangereux de croire aux histoires, parce que les histoires sont toujours écrites par les gagnants, que quand on parle de l'histoire des campagnes, on parle d'une histoire qui est en fait beaucoup plus subtile, compliquée. L'histoire de la paysannerie, c'est une histoire de pénibilité, c'est une histoire d'esclavage, c'est une histoire de tout ce qu'on a été prêt à accepter sous prétexte qu'on avait besoin de se nourrir. Il n'y a pas si longtemps, les seigneurs avaient le droit de vie et de mort sur leurs serfs. Je veux dire, c'est pas un monde qui est très loin, c'est le monde de vos arrière grands-parents. C'est pas loin. C'est pas une réalité temporelle qui est à 100 000 ans. C'est une réalité temporelle qui est à quelques siècles. Et donc, s'il n'y a pas si longtemps, on était capable d'accepter qu'un petit groupe de gens ait le droit de vie et de mort sur un autre groupe de gens sous prétexte qu'on avait besoin de se nourrir, ça montre qu'en fait, à partir du moment où le besoin est fort, les gens sont prêts à faire ce qu'il faut. Et le jour où on proposera aux gens... Moi, je le vois avec Agricool, c'est un très bon exemple. Les gens adorent les bonnes fraises, et quand ils voient des fraises agricoles, les gens me disent « Oui, mais ça ne pousse pas dans la nature, c'est pas vu le soleil ». Je dis « Oui, génial, mais elles sont bonnes, il n'y a pas de pesticides, c'est de l'énergie renouvelable et ça utilise 90% de moins d'eau. » Et les gens adorent les fraises en décembre. Voilà. C'est pas la peine de faire semblant que c'est pas un bien de consommation que les gens ont envie de consommer toute l'année. Alors pour aller dans votre sens,
Dans quel sens? Parce que là, dans le sens, dans le vôtre. Il y a l'exemple qu'on voit dans le domaine de la santé, où aujourd'hui, des oncologues, donc des spécialistes des cancers, vont être aidés par des logiciels d'intelligence artificielle qui vont être capables d'analyser le patrimoine génétique d'une personne, le patrimoine génétique de sa tumeur, et en fonction de cette analyse, vont être capables de préconiser un traitement plutôt qu'un autre. Donc en fonction de la génétique. On voit déjà que dans le domaine de la santé, finalement, l'intelligence artificielle est là comme une aide à la décision. Et peut-être demain, c'est elle qui prendra la décision. Le médecin, il fera autre chose. Mais de toute façon, vous allez bientôt plus faire confiance à une machine qu'à un médecin. Enfin, forcément. Je veux dire, le médecin, il s'est peut-être engueulé le matin avant de venir avec sa femme. Peut-être qu'il n'est pas content. Peut-être qu'il est en dépression. Peut-être qu'elle a eu un problème avec ses enfants. Donc l'humain vit dans un monde de pression qui, quand on doit prendre une décision critique, n'est pas adapté à prendre cette décision critique. Ah, il y avait une question ici de madame. Ah oui, mais madame qui est la présidente de la FNSEA, n'est-ce pas? Oui. Alors, Christiane Lambert, agricultrice Bonjour, dans le Maine-et-Loire, pardon. et présidente de la FNSEA, effectivement. Je voulais rebondir sur la question précédente et en disant que il ne faut pas cultiver les clichés. L'alimentation, elle a extrêmement bougé. Moi, je suis agricultrice dans le Maine-et-Loire, producteur dans le Maine-et-Loire. Je suis à Paris souvent pour mes responsabilités. Je suis tous les soirs doublée par des vélos qui roulent à toute allure pour aller livrer à droite à gauche dans Paris l'alimentation dont personne ne parle, mais qui est cette espèce de fast-food nouveau, livré à domicile, préparé Dieu sait comment, hyper fonctionnel, hyper service, et qui n'a rien à voir avec la belle et bonne alimentation dont tout le monde parle sur plein de réunions où il faudrait faire du beau, du bio, etc. etc. L'explosion des consommations fait qu'aujourd'hui, il y a effectivement tout un discours entretenu, notamment en France et par certains courants de pensée, mais quand même l'agriculture c'est pas pareil, c'est ci, c'est ça. La réalité de consommation, et monsieur vous aviez raison, 83% de l'alimentation est achetée aujourd'hui chez les grandes surfaces, en grande surface. Les 4 grands concentrent 92% de la distribution alimentaire. McDo augmente son part de marché, et c'est la première fois qu'il y a plus de gens qui mangent en nomade qu'assis depuis 2016. Donc, et les agriculteurs l'ont compris, sont déjà à l'œuvre sur ces sujets, ont créé des sites, vendent par Internet. L'agriculteur au fin fond de la Lozère, et Dieu sait si j'adore la Lozère, a trouvé une clientèle extraordinaire qu'il n'avait pas avant, parce qu'il a créé le beau site qui permet de donner envie de manger sa viande à lui et pas celle des autres. C'est déjà à l'œuvre, et merci mille fois de l'avoir dit avec beaucoup de réalisme. Et l'alimentation, c'est quelque chose qui s'achète et qui se vend. L'alimentation, c'est un bien marchand. Il y a certes tout ce qu'il faut autour de l'alimentation et garder la noblesse de l'acte de produire, de nourrir, etc. Mais ne nous racontons pas d'histoire. Il y a effectivement derrière une économie de l'alimentation. Et il y a chaque année 8 millions de repas servis par les Restos du Cœur, parce qu'il y a des gens qui n'accèdent pas à l'alimentation. Et il y a aussi beaucoup de débats autour de la sécurité alimentaire. Et là, tout ce que vous avez décrit permet aussi, avec la digitalisation de beaucoup de fonctions, d'apporter beaucoup plus de garanties que nous étions capables d'en apporter auparavant avec l'outil qu'est la numérisation. Quand cet été, on a eu la crise des œufs, la crise du fipronil, qui est devenue la crise des œufs, puis qui n'a pas été en France, parce qu'en France, on a une traçabilité parfaite. Chaque œuf est étiqueté avec FR et le numéro de l'élevage. Chaque œuf. Et les consommateurs inquiets, on leur disait, regardez chaque œuf que vous achetez, FR, X, Y, Z, zéro problème, il est fait en France, donc il n'y a pas de problème. Il y a quand même une évolution et une modernisation qui a du bon, alors qu'en France, industrialisation et modernisation est parfois associée à mauvais. Et j'affirme que dans les exploitations agricoles aujourd'hui, on est capable de tracer, d'identifier chaque porc qui sort de mon exploitation est tatoué pour reconnaître 2 fois un demi-porc en demi-porc parce qu'il est pendu, coupé en 2 pour être débité ensuite. Donc oui, c'est à l'œuvre. Et la chance que nous avons, c'est que nous avons aujourd'hui déjà 30% de jeunes qui viennent et qui s'installent en agriculture, qui ne sont pas fils d'agriculteurs et qui amènent un esprit nouveau extraordinaire. Et ce sont des insiders d'origine outside qui font énormément de bien. Et aujourd'hui, ceux qui ont en tête de bon nombre de start-up sont aussi des fils d'agriculteurs. Airinov, vous le connaissez, tous ceux de la ferme, dans tous les gars de la ferme digitale, il y en a plein qui sont des fils d'agriculteurs. Donc c'est ça l'agriculture qui est en mouvement. Et moi, j'associe vraiment cette nouvelle ère à une chance, un ballon d'oxygène extraordinaire sur notre profession, plutôt que de dire « ouais, mais attention, nous, c'est pas pareil ». J'ai 56 ans, j'ai 2 garçons qui ont 28 et 26. Régulièrement, ils me donnent des coups de pied dans le derrière et ils ont raison en me disant « mais arrêtez de votre métier comme avant ». Et ils ont raison. Et regardons l'agriculture comme ça. Et merci à l'ESA de la montrer comme ça.
Et merci à vous. Merci. J'avais entendu parler de vous sans vous entendre et je suis très heureuse de vous avoir écouté. On a eu un exemple ce matin avec Philippe Rottière qui nous a parlé du maraîchage dans la région, et c'était absolument extraordinaire à quel point effectivement on a vu cette perméabilité entre d'une part ce monde agricole et puis les technologies numériques qui ont complètement envahi, si vous me passez l'expression, justement le maraîchage nantais. Oussama, Amar, vous souhaitiez dire un mot? Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. D'ailleurs, si je peux essayer juste de rebondir un petit peu, pendant très longtemps dans l'agriculture, on a opposé le modèle naturel au modèle industriel, en disant le modèle naturel il est bon, le modèle industriel n'est pas bon. Parce que ça, c'est une autre image d'Épinal, c'est que la nature nous veut du bien. Moi, j'aimerais qu'à chaque fois que quelqu'un me dise ça, j'ai le pouvoir de l'envoyer dans la nature pendant une semaine, sans personne, et de voir s'il revient vivant. Ce serait très amusant comme jeu. Mais en fait, le problème, c'est que le problème de l'industrialisation, ça n'a jamais été un problème d'industrialisation ou de modernité ou d'outils. Ça a été un problème de mauvais choix, par manque d'information. Quand on a commencé à mettre des pesticides qu'on produit les perturbateurs endocriniens, on a un problème. Voilà. Pas à peine de tourner autour du pot. Perturbateurs endocriniens, tous les médecins disent qu'il y a un souci, il va falloir traiter ce problème, et c'est un problème qui un jour sera traité comme l'amiante. On regardera notre génération et on se dira, mais qu'est-ce qu'ils étaient idiots? Non, ils n'étaient pas idiots, ils étaient juste mal informés. Donc l'information, ça prend du temps. Et de la même façon que tous les gens qu'on construit avec de l'amiante, ils ont des cancers à cause de l'amiante, parce qu'il n'y a pas de criminels qui ont installé de l'amiante. On regarde ça rétrospectivement avec les yeux du présent, mais à l'époque, les types, ils avaient un truc fabuleux pour isoler, qui n'était pas cher, qui fonctionnait bien. Donc évidemment qu'il y a des choix à recalibrer, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va bientôt être 9 milliards et qu'il va falloir développer les technologies qui permettent de produire sans pesticides à l'échelle, et que ce ne sera pas forcément que des technologies naturelles. Alors, Oussama Amar reste avec nous.